Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois dans ce cours d'économie monétaire et financière. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours en traitant les axes suivants. Dans un premier temps, nous parlerons de la reformulation de la théorie quantitative de la monnaie telle que ça a été développé par l'école des monétaristes. Ensuite, nous discutons certaines différences entre Keynes et Milton Friedman et enfin, nous terminons cette séquence vidéo en expliquant les principales conclusions des monétaristes. Alors, la reformulation de la théorie quantitative de la monnaie est imputée à l'éminent économiste chef de file de l'école des monétaristes. Il s'agit bien entendu de Milton Friedman, à qui on lui a décerné le prix Nobel d'économie en 1976 pour ses travaux sur la théorie de la monnaie, bien évidemment, la théorie de la consommation et ses recherches sur la complexité des politiques de stabilisation. Il est aussi reconnu comme fervent défenseur de l'approche positive de la science économique. Alors c'est en 1956 que Milton Friedman a développé une théorie de la quantité de la monnaie dans son article célèbre The Quantity Theory of Money, a Restatement, la théorie quantitative de la monnaie, une reformulation. Le point de départ de toute analyse traitant de la demande de monnaie est la question suivante. Pourquoi les agents économiques détiennent-ils des encaisses monétaires? En effet, Milton Friedman, contrairement à l'approche keynésienne, admet que les facteurs qui incitent les agents économiques à détenir les encaisses monétaires sont les mêmes facteurs qui motivent ces agents économiques à acquérir n'importe quel autre actif autre que la monnaie bien sûr, en l'occurrence les actifs réels ou financiers. Il poursuit que ces agents économiques détiennent des encaisses monétaires en fonction de leur richesse composée de tout autre actif, réel, financier et monétaire. Dans cet ordre d'idées, Milton Friedman a développé le concept du revenu permanent, qui signifie l'ensemble des revenus passés, présents et futurs qu'un individu peut avoir tout au long de sa vie. L'hypothèse relative à ce concept du revenu permanent est la suivante. Les agents économiques se comportent en termes de demande, c'est-à-dire consommation et investissement, non seulement par rapport à ce qu'ils disposent actuellement comme revenus, mais aussi par rapport à leur anticipation de leurs revenus futurs. Ainsi, leur détention de monnaie dépendra de ce revenu permanent qui intègre à la fois ce qu'ils ont comme revenu actuel et de ce qu'ils vont avoir dans l'avenir comme revenu. À noter à ce niveau-là que certains économistes ont critiqué ce dernier point. En plus de la richesse exprimée en termes de revenus permanents, Milton Friedman admet que les agents économiques peuvent aussi demander de la monnaie en fonction des rendements anticipés des autres actifs autres que la monnaie, en l'occurrence les actifs réels et les actifs financiers. Aussi, en se basant sur ce raisonnement, reformule-t-il sa fonction de demande de la manière suivante. La demande de monnaie en termes réels est une fonction positive du revenu permanent et une fonction négative des rendements anticipés des autres actifs par rapport à la monnaie. L'on peut se poser la question sur la signification des signes plus et moins. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. En effet, comme pour toutes les théories de demande de monnaie, la relation de la demande de monnaie et le revenu est positive, dans le sens où plus le revenu augmente, plus la demande de monnaie augmente aussi, vu l'augmentation conséquente des dépenses de consommation. Et inversement, lorsque le revenu diminue, bien entendu, ces dépenses vont baisser, et donc la relation est positive entre la demande de monnaie et le revenu permanent. En ce qui concerne les signes négatifs, les signes moins, l'explication à retenir est la même que pour le motif de spéculation développé par Keynes. Autrement dit, lorsque le rendement anticipé des actifs financiers RA et ou RB est élevé, les agents économiques vont préférer garder moins de liquidités ou en caisse monétaire et saisir bien évidemment l'opportunité de rendement qu'offre le marché des titres. Et vice-versa.
C'est-à-dire, si les rendements anticipés sont faibles, ces mêmes agents économiques vont préférer garder le maximum d'encaisse monétaire ou de liquidité pour saisir une meilleure opportunité à l'avenir. Le troisième et dernier élément de cette fonction est bien entendu phi E-RM. Milton Friedman a introduit à ce niveau-là un critère qui permet de capter l'évolution des prix des actifs réels et ainsi leur rendement dans la mesure où les agents économiques vont comparer le rendement anticipé de ces actifs réels en suivant bien sûr l'évolution de leur prix par rapport au rendement de la monnaie. Ainsi, ils vont détenir plus d'encaisse monétaire s'ils estiment que le rendement de ces actifs réels n'est pas intéressant, c'est-à-dire leurs prix ne vont pas beaucoup évoluer. Inversement, si le rendement anticipé de ces actifs réels est important, les agents économiques vont préférer garder moins d'encaisse monétaire pour éviter leur érosion et acquérir ces actifs réels. Pour Milton Friedman, l'évolution des prix de ces actifs réels est égale au taux d'inflation anticipé retenu. De ce qui précède, la principale conclusion à retenir est la suivante. La demande de monnaie, selon Milton Friedman, dépend des effets de richesse et des effets de substitution entre les différents autres actifs, actions, obligations, biens réels et la monnaie. Voyons à présent le deuxième point à traiter dans le cadre de cette présentation. Il s'agit des principales différences entre Milton Friedman et Keynes. En effet, il existe plusieurs différences entre ces deux économistes. Nous allons parler de 4 différences dans ce cours. Bien entendu, vous pouvez faire à votre niveau une recherche qui ressort une liste plus ou moins exhaustive de ces différences. La première différence relève du fait que Milton Friedman, en introduisant plusieurs actifs, admet plus qu'un taux d'intérêt, c'est-à-dire il admet plusieurs taux d'intérêt. Keynes a regroupé tous les actifs financiers en une seule catégorie, de bonds, obligations, en supposant que le rendement de ces actifs évolue ensemble dans le même sens et ainsi Keynes estimait qu'il n'est pas nécessaire de les considérer séparément. Pour la deuxième différence, Milton Friedman considère que la monnaie et les actifs réels sont substituables. À titre d'exemple, si les agents économiques anticipent un phi E, taux d'inflation anticipé élevé pour les années à venir, ils vont dès à présent réfléchir à détenir moins d'encaisse monétaire et à investir plutôt dans les actifs réels, ne serait-ce que pour échapper à l'érosion monétaire de leurs actifs liquides ou monétaires. Ainsi, les actifs réels et la monnaie sont substituables, chose qui n'a pas été prise en considération dans la réflexion keynésienne. La troisième différence provient du fait que Keynes a supposé implicitement que le rendement de la monnaie est constant. Or, Milton Friedman en a pensé autrement. Friedman estime que lorsque les actifs financiers présentent un rendement anticipé élevé, cela pourrait inciter les agents économiques ayant des dépôts bancaires de les retirer afin de tirer profit du rendement anticipé élevé sur le marché des titres. Conscients de l'enjeu et de l'importance de ces dépôts, les banques vont réagir pour les rendre plus attractifs. Autrement dit, les banques, vont augmenter la rémunération de ces dépôts, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt créditeurs. Ainsi, Milton Friedman en déduit que le rendement de la monnaie, dépôt bancaire dans cet exemple, n'est plus constant et il poursuit qu'à partir d'un certain moment, les agents économiques seront indifférents entre le fait de maintenir le dépôt bancaire auprès de sa banque et le fait d'acquérir des actifs financiers sur le marché des titres. Leurs rendements respectifs sont ainsi équivalents. RA égale RM, RB est égal à RM, et phi E est égal aussi au rendement de la monnaie. Mathématiquement, leur différence est nulle. Alors Milton Friedman conclut donc que la demande de monnaie MD sur P, c'est-à-dire en termes réels, ne dépend finalement que du revenu permanent. Il estime que le taux d'intérêt a peu d'effet sur la demande de monnaie. La principale conclusion à retenir à ce niveau est la suivante. À la différence de la théorie keynésienne qui affirme un rôle déterminant du taux d'intérêt dans la fonction de demande de monnaie, Milton Friedman estime que ce dernier n'exerce que peu d'influence sur cette même fonction de demande de monnaie.
Alors, la quatrième et dernière différence que nous avons retenue dans ce cours relève de la question de la stabilité de la vitesse de la circulation de la monnaie. Milton Friedman soutient l'idée selon laquelle les variations aléatoires de la demande d'encaisse monétaire sont faibles, ne dépendant que du revenu permanent, chose que nous venons de voir, et peuvent être ainsi facilement prévues. Il admet que la vitesse de la circulation de la monnaie est facilement prévisible. Ainsi, en partant de la conclusion du dernier point traité par rapport aux différences entre Keynes et Milton Friedman, nous avons retenu que la demande de monnaie en termes réels est une fonction du revenu permanent. En procédant par un raisonnement mathématique simple, nous avons conclu que V, la vitesse de la circulation de la monnaie, est égale à Y sur la demande de monnaie en fonction du revenu permanent. Le Y, c'est le revenu courant. Comme la relation entre Y, revenu permanent, et YP est prévisible, Milton Friedman admet que la vitesse de la circulation de la monnaie est aussi prévisible. Il poursuit en affirmant que puisque la demande de monnaie ne dépendant que du revenu permanent est stable, c'est-à-dire sa volatilité entre guillemets est maîtrisée, tout changement dans la quantité de monnaie et sa vitesse de circulation produira une variation prévisible. Milton Friedman n'en resta pas à ce niveau. Imprégné et convaincu de l'intérêt de vérifier empiriquement certains postulats théoriques, va procéder avec Anna Schwartz à analyser la variation du stock monétaire des États-Unis entre la période de 1867 et 1960. Il en conclut que la vitesse de la circulation de la monnaie suit le cycle économique dans le sens où elle augmente en période d'expansion et elle diminue en période de récession. Alors, on peut s'interroger comment peut-on expliquer ce résultat empirique. Alors, l'explication fournie par Milton Friedman est simple et peut être saisie en analysant ce graphique. Ainsi, en période d'expansion, le revenu courant augmente plus vite que le revenu permanent, ce qui se traduit par des dépenses de consommation plus élevées. La vitesse de la circulation de la monnaie suit également ce rythme élevé de demande. Par contre, en période de récession, le revenu courant croît moins vite que le revenu permanent. Comme on dit, les temps sont plus difficiles, les dépenses de consommation ralentissent et ainsi la vitesse de la circulation de la monnaie. Milton Friedman conclut donc que la vitesse de la circulation de la monnaie est facilement prévisible. Il serait possible, selon lui, de prévoir également la variation de la dépense globale associée à une variation de la masse monétaire comme dans la théorie quantitative de la monnaie. Selon Milton Friedman, la théorie quantitative de la monnaie n'est plus une théorie expliquant directement la relation entre la masse monétaire et le niveau général des prix, puisqu'une variation de la quantité de monnaie entraîne une variation aussi de la dépense globale. Cependant, Milton Friedman ne précise pas les proportions de ces variations. Enfin, nous pouvons retenir ce qui suit. L'hypothèse de la stabilité de la fonction de demande de monnaie selon Milton Friedman signifie qu'il n'est plus possible d'utiliser une politique monétaire axée sur les taux d'intérêt pour relancer l'activité économique. Je pense qu'on doit rester à ce niveau-là pour cette vidéo. On se donne ainsi un autre rendez-vous pour traiter le dernier point annoncé tout au début de cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.